Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir pour assister à la conférence d'Annie Verbank-Pirard. J'ai le grand plaisir de l'accueillir ici. Nous nous connaissons déjà depuis très longtemps et nous avons des intérêts communs, en tout cas aujourd'hui, certainement, voilà, parce que Charles de Lorraine est sans doute le nœud commun, peut-être. Et donc, ma collègue Annie Verbank est à la fois philologue classique et historienne de l'art de l'Antiquité. Son centre d'intérêt principal, c'est la Grèce ancienne. Elle a fait toute sa carrière comme conservatrice au Musée royal de Marimont et elle était chargée de la gestion de la section Grèce-Rome. Oui, Grèce-Rome. Hein. Donc, diriger une section de musée, ça signifie beaucoup d'administration, mais aussi l'organisation de conférences, l'organisation d'expositions, la participation active, évidemment, à la rédaction des catalogues, la quête des pièces, la conservation de ces pièces, les visites guidées aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est très engagé en faveur du service public, je pense. Hein. Et les centres d'intérêt d'Annie sont très variés, notamment parce que sa carrière l'a amenée à s'intéresser à beaucoup de choses. Elle s'intéresse à l'étude du vase grec, mais aussi à l'histoire de la Grèce ancienne. Je vous recommande son article sur la Grèce hellénistique. Là, vous avez une synthèse sur une période tellement complexe. C'est d'une clarté formidable. Elle s'intéresse aussi à l'histoire de la médecine. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a un panel assez large. Elle s'est engagée dans les programmes de recherche internationaux, notamment sur l'étude du vase grec et sur les fresques de la villa romaine de Bosco Reale, qui se trouve près de Pompéi et dont le musée de Marimont possède 4 panneaux, je pense, qui sont considérés aujourd'hui comme trésors majeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, Grèce et Rome. Mais Annie Verbank s'intéresse aussi à la transmission de la connaissance de l'Antiquité, de la Grèce ancienne, et en particulier, elle s'intéresse beaucoup au mythe d'Héraclès. Elle a d'ailleurs écrit pas mal de choses. Je pense que tu as obtenu un prix de l'Académie royale de Belgique, notamment lié à ses recherches sur Héraclès. Et donc aujourd'hui, elle va nous entretenir de la statue d'Hercule de Laurent Delvaux, qui se trouve tout près d'ici. Là, cette fois-ci, du point de vue géographique, nous sommes très 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 proches, mais je pense qu'elle va nous emmener sur des chemins un peu éloignés. Donc, je vais lui donner la parole pour nous emmener sur les questions de patrimoine, de politique. Oui, tout à fait. Et la mythologie aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je te cède la parole. Merci beaucoup. Et je remercie bien sûr et l'Académie et le Collège Belgique qui a organisé cette conférence. Et je remercie évidemment de tout cœur la professeure Michel Galland qui a bien voulu parrainer en quelque sorte et introduire si gentiment la conférence. Merci aussi à Monsieur Renis pour toute l'organisation et la prise en charge et la diffusion malgré tout de la conférence au sein de cette académie qui effectivement est en lien direct avec ce que je vais vous évoquer aujourd'hui, et notamment Charles de Lorraine, Marie-Thérèse, et la fondation en général de l'Académie des sciences comme lieu, de l'Académie royale, pardon, comme lieu de savoir. C'est devant la statue que j'aurais aimé vous faire la conférence, mais comme vous le savez, elle est difficilement accessible. C'est ainsi que la dernière fois que j'ai pu la voir, c'était lors de l'exposition Toute Stillmans, qui effectivement faisait résonner dans les salles du palais de Charles de Lorraine un peu de jazz, et pourquoi pas puisque le XVIIIe siècle évidemment a souvent retenti de belles musiques également. Donc je ne sais pas ce que Charles de Lorraine en aurait pensé, ni même Hercule, mais le contraste était en tout cas intéressant. Quant à mon sujet, comme vous l'aurez vu déjà dans le titre, il y a ici une coïncidence, je dirais une réunion
de 3 domaines, de 3 champs d'investigation particuliers. Tout d'abord, l'art de Laurent Delvaux, grand sculpteur baroque tardif, le commanditaire, Charles de Lorraine lui-même, nous irons bien sûr à y revenir, et tout simplement aussi la mythologie qui se trouve derrière le personnage d'Hercule. C'est 3 dossiers que nous allons brasser ensemble pour essayer d'arriver à comprendre et à mieux cerner ce qu'a voulu faire Charles de Lorraine avec cette statue, ce qu'a voulu dire Laurent Delvaux en choisissant lui aussi de la sculpter. Donc, 3 dossiers pour lesquels je ne pourrai faire que quelques allusions. Il ne s'agira pas ici pour moi de développer, comme l'aurait fait un spécialiste, toute la carrière de Laurent Delvaux, toute l'histoire du gouvernorat de Charles de Lorraine et tout le mythe d'Héraclès. Je choisirai quelques points qui nous permettront d'avancer et surtout, je vous dis, de réunir les éléments d'analyse pertinents pour nous. Je ne peux avancer aussi qu'en rappelant très brièvement combien sur cette carte très didactique, très scolaire, mais enfin voilà, ça montre clairement les choses, en vous rappelant combien le XVIIe et le début du XVIIIe siècle surtout avaient été des siècles de malheur et de guerres redoutables, répétées, combien effectivement la guerre de succession d'Espagne qui s'est terminée en 1713 par la pragmatique sanction et le rattachement des Pays-Bas du Sud à l'Autriche, à cet ensemble morcelé que constituent les territoires héréditaires des Habsbourg. Comment ne pas rappeler également la guerre de succession de Pologne, 1733-1738, et encore la guerre de succession d'Autriche, puisqu'on contestait l'arrivée au pouvoir de Marie-Thérèse, 1740-1748. Voilà, c'est une succession de conflits qui feront apparaître la seconde moitié du XVIIe siècle, justement, qui est celle dont nous allons nous occuper ici, comme une période de paix, de prospérité, comme pleine d'espoir en quelque sorte, pour permettre l'avènement de nouveaux systèmes de culture, de savoir et surtout d'une nouvelle économie. Donc voilà un petit peu le contexte historique, je ne vais pas plus loin, mais c'est pour rappeler ce contraste et l'avènement d'une période qui sera considérée toujours, même dans la mémoire historique collective, comme faste, qui est cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Premier dossier, donc, Laurent Delvaux, qui naît à Gand, dans une famille, à la citadelle de Gand, puisque sa famille est militaire. Son père travaille effectivement comme officier de cavalerie dans un régiment de Mérode de Westerlo, au service de l'Autriche, bien entendu. Mais le jeune homme ne se destine pas du tout à la carrière militaire, il opte pour le dessin et la sculpture, et dès 1714, il va se former à Bruxelles dans l'atelier d'un artiste extrêmement intéressant, original également, qui est Pierre-Denis Plumier. Pardon. Alors voilà. Pierre-Denis Plumier, je fais quand même une petite parenthèse parce que son influence et sa façon de rénover l'art aussi, l'art baroque tardif, auront un impact déterminant certainement sur la carrière de Laurent Delvaux. Nous voyons par exemple ici ce jeune sculpteur qui obtient déjà dès le 1707 un prix de dessin de l'Académie de Paris, s'installe en 1713 à Bruxelles et ouvre un atelier qui sera rapidement prospère, où vient donc un an plus tard le rejoindre Laurent Delvaux. Il est bien introduit auprès de la noblesse, notamment ce jeune artiste, bel artiste, notamment le comte Jean-Philippe Eugène de Mérode de Westerlo. On retrouve le nom du régiment du père de Laurent, peut-être y a-t-il un lien de ce côté-là. Et il reçoit la commande de groupes sculptés, justement, dont l'envolée, très encore assez baroque dans cette tournure, dans cette gestuelle, les deux groupes autour desquels on peut tourner. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le choix des thèmes, et notamment l'enlèvement des Sabines, donc une référence antiquisante, classicisante, très caractéristique de l'époque. Donc là, les deux sculptures peuvent encore être admirées, je vais dire, au Palais d'Egmont, puisque c'est effectivement le comte d'Arambert, le duc d'Arambert, qui va les racheter par la suite, et c'est là qu'ils se trouvent. Donc première
Premier type d'inspiration aussi pour Laurent Delvaux. Deuxième type d'inspiration, c'est cette magnifique chaire à prêcher de Denis Plumier en chêne, qui actuellement se trouve à Notre-Dame de la Chapelle, Élie dans le désert secouru par un ange, qui est la première chaire naturaliste. Et c'est une œuvre d'une grande puissance, d'une réelle originalité, d'une réelle liberté aussi, dans la façon dont sont mis les personnages et dans le décor luxuriant, mais presque, oui, je dirais naturaliste certainement, de l'évocation du paysage, de ce curieux paysage de désert. Très sollicité, parce que là on voit effectivement un art en pleine recherche et en pleine élaboration, très sollicité. Plumier reçoit des commandes, et notamment de toute l'aristocratie anglaise, très présente dans les Pays-Bas, puisque nous avions des ennemis communs, notamment les diplomates, hommes d'affaires, nobles, militaires, etc. Et ce type de commande incitera même Plumier à accepter l'invitation du comte de Cadogan, William, comte de Cadogan, et de se rendre en Angleterre avec son atelier, avec Laurent Delvaux. Et c'est ainsi que Laurent Delvaux part continuer sa formation auprès de Plumier à Londres. Plumier reçoit d'importantes commandes pour Westminster Abbey notamment, mais aussi la commande de 2 statues monumentales, Hercule et Omphale, destinées à orner les jardins du domaine de Wanstead House du comte de Castlemaine, Sir Richard Child. Ces statues existent toujours, ou du moins la statue d'Hercule, plus de 2 mètres de haut d'ailleurs. Celle d'Omphale, je ne pense pas qu'elle ait été retrouvée, et elle est exposée au Waddesdon Manor dans la collection Rothschild à l'heure actuelle. Ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr que nous rencontrons notre premier Hercule, et surtout que comme Plumier meurt de maladie, vraiment peu après son arrivée à Londres, c'est bien Delvaux et son collaborateur, un autre collaborateur, Scheemakers, qui reprennent et finissent cette magnifique statue. Et qui reprennent aussi l'atelier, qui continue à créer, à développer cet atelier de Plumier à Londres pendant plusieurs années. Ils sont prospères, vases de marbre, statues à la mode antique, destinés au jardin d'agrément d'aristocrates anglais férus d'anticomanie, monuments commémoratifs et funéraires, un style assez classique dans l'ensemble, et surtout un style souvent inspiré de l'antique. Oui, mais quel antique ? L'antique des gravures, l'antique des copies, l'antique des dessins ou des moulages, car en effet, il faut attendre 1728 pour qu'enfin les 2 compères se décident à faire ce grand tour, ce grand voyage qui était caractéristique justement de l'aristocratie anglaise mais aussi des artistes, et se rendre à Rome et en Italie. Donc ils vendent tout leur stock et ils partent se former, compléter leur formation avec ravissement dans la cité romaine. Ils y étudient les sculpteurs italiens, s'imprègnent bien sûr des œuvres du Bernin, le grand maître du baroque, mais aussi des sculptures antiques qu'ils copient. Je citerai, on en verra d'autres plus tard, je citerai ici par exemple sa copie de Caracalla, le fameux buste de Caracalla, dont la copie se trouve actuellement d'ailleurs à Woburn Abbey. Elle a été commandée à nouveau par un aristocrate anglais. Et à Woburn Abbey, oui, par le duc de Bedford, voilà. Et vous aurez remarqué que c'est bien la statue, je reviens en arrière, qui se trouve sur son portrait. Donc c'est quelque chose qu'il affectionnait sans doute tout particulièrement. Une autre copie qui vous paraîtra anecdotique, mais vous verrez après où je veux en venir, c'est la copie de Porcellino. Alors ce Porcellino, il est vraiment tout à fait sympathique. C'est au départ une statue romaine retrouvée à Rome par des fouilles donc au XVIe, en 1556, et transportée à Florence en 1568. Il devait sans doute appartenir à un groupe de chasse, soit mythologique comme la chasse de Méléagre, soit d'inspiration princière comme les grandes chasses hellénistique d'Alexandre, par exemple. Voilà, la pièce est en tout cas isolée, mais va inspirer de nombreux artistes, et notamment un élève de Giambologna, Pietro Tacca, qui en orne la fontaine du Mercato Nuovo à Florence. Et puis, si vous frottez un peu son coin, là, il paraît que ça porte bonheur. Mais elle est reproduite partout, ce côté un peu naturaliste, évocation de la chasse, etc. On va la retrouver au château d'Enghien,
où elle a été d'ailleurs remplacée par une copie. On va la retrouver jusqu'à Sydney, hein, voilà, où apparemment elle porte chance aussi, et sur la place de Bastogne, où là elle évoque peut-être moins la mythologie antique que les Ardennes. Bon, mais voilà, retenez-le, c'est un élément important. En tout cas, après cette remarquable formation, Laurent revient à Bruxelles, où il est rapidement repéré et nommé par l'archiduchesse Marie-Élisabeth, gouvernante générale des Pays-Bas au nom de son frère Charles VI, empereur d'Autriche. Il est nommé sculpteur de la cour, ce qui véritablement lui ouvre des horizons nouveaux. Mais ce n'est pas à Bruxelles qu'il s'installe, c'est finalement à Nivelles qu'il fonde son atelier, un atelier important qui formera des artistes comme Henrion et Godecharle, hein, ouvrant la voie vers le néoclassicisme. Et c'est aussi sans doute peut-être parce que sa famille était originaire du Brabant wallon et parce qu'il épouse en seconde noces Marie-Agnès Collat d'une riche famille bourgeoise de Nivelles. C'est donc un bon choix. Mais enfin, le bon choix, pas seulement pour l'épouse, mais aussi parce que Nivelles était en plein chantier de réaménagement de la collégiale Sainte-Gertrude et lui passera de nombreuses commandes, que ce soit pour la collégiale d'ailleurs ou pour d'autres églises, comme par exemple l'église Saint-Paul ici, avec ce très belle représentation de la conversion de Saint-Paul. J'aime beaucoup c'est vrai qu'on ne le voit pas bien, mais j'aime bien le rayon lumineux qui donne un peu de vie à cette conversion de Saint-Paul. La pièce est magnifique et se trouve redéployée, je dirais maintenant, à la collégiale. Et la grande chaire aussi de la collégiale, qui est bien sûr la représentation de Jésus et de la Samaritaine, une œuvre assez tardive de 1770, qui nous montre assez combien on se trouve entre baroque et classicisme. Baroque par le mélange des matériaux, hein, ce contraste coloré entre le chêne, les dorures, le marbre blanc, mais déjà un certain classicisme dans les visages, dans la douceur des regards, etc. Notez aussi l'intérêt pour le naturalisme qui donne un cadre paysager, je dirais, à cette scène religieuse. En 1741, il est reconduit comme sculpteur de la cour, mais cette fois par Charles de Lorraine. Charles de Lorraine, dont on va parler maintenant du mécénat, et pour lequel il a fait différents portraits, notamment ce portrait se trouvant au musée de Nivelles. Et bien sûr, c'est le musée qui comporte le plus de terre cuite, de modèles, de Bozzetti et de modèles de Laurent Delvaux. Hein. Là, il faut vraiment aller au musée de Nivelles. Charles de Lorraine cette représentation de Charles de Lorraine nous permet d'ouvrir le deuxième dossier, bien sûr, auquel je passe, hein, après avoir donc fait cette synthèse un peu rapide, très rapide, et je renvoie bien sûr au livre d'Alain Jacobs, sur Laurent Delvaux, son goût pour l'antique, sa formation entre baroque et classique, sa formation romaine, etc. Charles-Alexandre de Lorraine, là j'ai quelques honte d'en parler devant Madame la professeure Michel Galland, mais je voudrais quand même sélectionner quelques aspects qui nous permettront à nouveau de mieux identifier notre statut. Il bénéficie, comme vous le savez tous, d'un très glorieux pédigré. Bon, puisqu'il est le fils du duc de Lorraine, Léopold Ier, lui-même fils de Charles duc de Lorraine et surtout d'Éléonore d'Autriche, qui est la sœur de l'empereur Léopold de Habsbourg. Donc du côté de papa, franchement Habsbourg, d'autant plus que le papa est à ce moment-là, au moment de sa naissance, en exil à Vienne et est formé, donc Léopold Ier est vraiment formé avec son cousin Charles VI, son ami, son cousin, il est formé à Vienne. Mais du côté de la maman, Élisabeth Charlotte d'Orléans, la duchesse de Lorraine, elle, est fille de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, et de la redoutable Élisabeth Charlotte de Bavière, la princesse palatine qui faisait trembler la cour de France de ses lettres remarquablement critiques. Même Louis XIV avait peur d'elle. Mais enfin, par rapport aux enfants du couple, elle sera très tolérante et très charmante. Bon. Ça vous met bien, je trouve, la balance entre ce qu'est
terrible destin, je dirais, de la Lorraine entre l'empire germanique d'une part et la France d'autre part, en permanence tiraillée. Et c'est vraiment sous Léopold Ier de Lorraine, entre 1697 et 1729, que la Lorraine connaît sa période la plus faste. Il parvient à récupérer ce territoire, ce duché qui lui appartient, si vous voulez, et il restaure ses États en politicien habile, tentant de résister à l'emprise de la France, restaurant la prospérité économique de son duché, le modernisant, cultivé, ami des arts. Pour bien montrer sa détermination, il fait construire, non pas à Nancy où sont trop présentes les troupes françaises, mais bien, à Lunéville, je ne sais pas si vous le voyez, Lunéville, là, tout près de Nancy, le fameux château, château de Lunéville, qu'on appellera d'ailleurs le Versailles de Lorraine, c'est tout dire. C'est là que sont élevés les nombreux enfants. Je vous présente le petit Charles, qui reçoivent une excellente éducation classique, langues étrangères, mathématiques, histoire bien sûr et droit, mais tout particulièrement les sciences et les techniques qui passionnaient Léopold Ier de Lorraine. Une éducation ouverte donc, basée sur les idées des Lumières et progressiste. N'oublions pas non plus l'intérêt de Léopold pour la mythologie savante et galante, et c'est ainsi que l'on trouve dans les jardins de Lunéville quelques Hercules ou dans différentes éditions, gravures, peintures, des représentations d'Hercule, ici saluant le médaillon de Léopold. Vous avez ici une statue d'Hercule qui glorifie l'histoire, écrivant un livre sur l'histoire ecclésiastique de la Lorraine. Donc, des Hercules, il y en a en Lorraine, et beaucoup. Le couple a des ambitions matrimoniales pour les enfants. Les ambitions vers la cour de France, et notamment vers Louis XV, n'aboutiront pas, puisque Louis XV épousera une princesse polonaise, Maria Leszczyńska, dont le père, vous allez le voir, recevra la Lorraine. Par contre, vis-à-vis de la cour d'Autriche, les choses s'annonce bien, puisque, après différents soucis et péripéties, le frère aîné de Charles, François de Lorraine, comme vous le savez, épouse Marie-Thérèse d'Autriche en 1736. C'est le mariage du siècle, comme on l'a décrit, et c'est un mariage heureux et prospère, comme vous le savez, puisque de nombreux descendants, ils auront une très très grosse famille, qui restera, dont la plupart des descendants resteront en vie assez longtemps, et sauf Marie-Antoinette bien entendu, mais qui régneront, les Habsbourg dès lors régneront sur de nombreuses maisons européennes, comme vous le savez. Mais, parce qu'il y a un mais, une des conditions de ce mariage avait été, évidemment, de transférer la Lorraine au beau-père de Louis XV, donc la France récupérait la Lorraine, en échange de quoi François, lui, récupérait, si vous voulez, la Toscane. Bon, c'est vrai que Toscane pour Lorraine, pourquoi pas, mais il perd donc définitivement, le duché de Lorraine n'existe potentiellement plus. Et la famille de Lorraine, notamment la mère, Élisabeth Charlotte, doit donc se retirer au château de Commercy avec sa fille Anne-Charlotte, mais surtout que devient le jeune Charles, lui aussi, qui avait droit à la titulature de duc de Lorraine, que devient-il? Il n'a que 24 ans et il n'a d'autre solution que de se rendre à la cour de Vienne chez son frère François. Il commence alors une carrière militaire et tout le monde conviendra que cette carrière ne fut pas très gloire à hauteur du Rhin à un certain moment, mais bon, je dois aller plus vite. Ce n'est pas là qu'il brillera. Marie-Thérèse juge évidemment plus utile de lui confier une carrière politique et il deviendra gouverneur des Pays-Bas en succession de Marie-Élisabeth. Mieux encore, elle autorise le mariage de Charles avec sa sœur, l'archiduchesse Marie-Anne, qu'il épouse en janvier 1744. Il y a donc un double lien d'appartenance, je dirais, à la cour de Vienne.
Le jeune couple entreprend le long voyage de Vienne jusqu'aux Pays-Bas autrichiens. Ils sont alors accueillis, là on est 1744, donc on va bientôt presque tourner la page de toutes ces guerres, hein, même si la guerre de succession d'Autriche est encore en cours et que Charles doit y participer, mais ils sont accueillis par des réceptions brillantes qui augurent d'un règne heureux. Et j'utilise ici le mot règne, je sais que, Madame Galland l'a bien dit, ils ne sont pas véritablement souverains, hein, c'est bien sûr Marie-Thérèse, mais vous verrez que petit à petit se développe l'idée que c'est un véritable règne, presque autonome, même s'il est toujours, bien sûr, sous la coupe de Vienne, et que ce sont surtout les ministres plénipotentiaires qui règnent ou qui gouvernent. Peu importe, leur entrée en fonction est réussie, joyeuse même, puisque l'archiduchesse attend un enfant. Malheureusement, elle meurt en couche et Charles se retrouve veuf, est reparti au front, et ce n'est qu'un peu plus tard qu'il reprend vraiment les rênes de son gouvernorat. Il ne se remariera certes pas, et il inaugure là effectivement une période jusqu'à sa mort extrêmement intéressante, assez prospère. Il sera le gouverneur le plus populaire des Pays-Bas autrichiens, des Pays-Bas espagnols ou autrichiens. J'ai choisi ce beau portrait, d'abord parce qu'il est à Marimont, et ensuite parce qu'il est en porcelaine de Tournai, et en plus parce qu'on y voit le collier de la Toison d'Or que porte Charles de Lorraine. Il est chevalier de la Toison d'Or, il est grand maître de l'ordre teutonique également. La porcelaine de Tournai, c'est pas un hasard, c'est lui qui développera dans nos régions cette espèce de rivale des porcelaines françaises et des porcelaines allemandes, avec un véritable succès. Effectivement, il développe l'économie locale, et notamment, on voit ici, dans le palais, hein, cette magnifique salle de la Rotonde, où se déploie toute une série de marbres qui sont des marbres de nos régions. Donc il est très curieux des richesses locales, les met en valeur, hein, c'est lui qui commencera d'ailleurs, à titre un peu expérimental bien sûr, l'extraction de la houille à Marimont. Et donc, outre ses fonctions de prestige, il montre la visibilité du pouvoir impérial autrichien et en plus déploie une vie de cour fastueuse et brillante, hein, qui est typique des aristocrates de l'époque, mais lui ne s'en prive pas, il aime tous les loisirs, les bals, les fêtes, le jeu, la chasse, etc., qui donneront de lui cette image de bon vivant qu'apprécieront finalement ses sujets. Soutien aux sciences, soutien aux techniques, mais aussi soutien aux arts, bien entendu. Au prix d'un lourd endettement de son gouvernement et des autorités locales, il se fait également construire 3 résidences. Nous y reviendrons, le palais ici, bien sûr à Bruxelles, le palais de Bruxelles, à Tervuren, et je ne voulais pas non plus le manquer, à Marimont, où il séjourne surtout à différentes saisons, notamment pour la saison de la chasse, hein, et il y fait souvent cours, je dirais, avec sa sœur, hein, Anne-Charlotte, qui vient à ce moment-là le rejoindre, puisqu'elle est à Grande Abbesse de Sainte-Roudru à Mons. Donc, voilà. Une vie brillante, certes, mais cette cour elle-même génère une quantité d'art et d'artisanat qui rendent effectivement les régions extrêmement prospères et une grande circulation de biens et de matières commerciales. Il est aussi collectionneur. Et le voilà dans son cabinet. Œuvres d'art et objets de grand luxe, porcelaine, mobilier, orfèvrerie, pierres rares, médailles, horloges, objets maçonniques, instruments scientifiques, mais aussi antiquités. Son cabinet d'histoire naturelle, comme le dit Madame Galland dans un article, dépassait toutes ses autres collections. Il en rédige le guide du visiteur dans un ordre logique, en rapport bien sûr avec les connaissances de l'époque, l'encyclopédie. Et à son début, il dit « La terre est le fondement de la nature », ce qui est intéressant comme conception. Ce n'est plus simplement l'esprit d'un cabinet de curiosité, c'est déjà une mise en scène rationnelle des composantes du monde auquel l'homme appartient. C'est plus qu'un simple amateur, c'est plus qu'un simple divertissement, même si on n'est pas encore dans la véritable perspective scientifique, il faudra attendre pour cela les académies. Donc,
Dans cette perspective, si le gouvernement de Charles de Lorraine se caractérise par un esprit d'innovation, de progrès et de développement, en même temps, il est aussi un parfait représentant de l'Ancien Régime, dès qu'il s'agit d'incarner le pouvoir et l'autorité. Il n'est pas question de remettre en cause ses prérogatives. Or, une des formes de légitimation de ce pouvoir temporel et symbolique est de faire référence à l'Antiquité, dans le prolongement de laquelle s'inscrivent naturellement les princes, héros des temps modernes. Nous nous rapprochons donc d'Hercule. Mais tout d'abord, pour illustrer ce propos d'anticomanie, j'évoquerai l'inauguration de sa statue. La statue de bronze votée par les États du Brabant en 1769, soit pour les 25 ans de règne, mais qui ne sera finalement fondue qu'en 1774 et inaugurée lors d'une grande fête en 1775. Il est ravi de cette marque d'attachement à sa personne et, comme vous le constatez, il est représenté en empereur romain. Une commande faite que Delvaux ne va pas assurer, et c'est Pierre-Antoine Vosschaffel qui en sera l'auteur. Delvaux n'aura qu'une participation mineure à ce projet. Nous verrons sans doute pourquoi tout à l'heure. Cette inauguration s'inscrit dans, bien sûr, un vaste programme urbanistique qui modernise tout le haut de la ville. Et là, je renvoie aux recherches de Christophe Loire aussi, de Michel, bien sûr, de Christophe et d'autres. La reconstruction du parc du quartier royal, de la place royale, en style néoclassique, mais vous n'avez que quelques mètres à faire pour comprendre comment elle a servi d'écrin à cette statue. Statue qui a évidemment été enlevée par les Français, fondue à Douai, et disparaîtra bien sûr du paysage bruxellois. Lors de cette fête d'inauguration, toutes les catégories de la population y participent. C'est ça qui est aussi intéressant, il parvient à réunir véritablement, à créer un sentiment d'union autour de sa personne, et c'est en ça qu'il est symboliquement intéressant. C'est un grand moment. Discours dégoulinant de flatterie, poésie, chants complimentant les qualités et les vertus incomparables du prince. Je ne retiendrai ici qu'une phrase, lors de discours, etc., lors de cette inauguration. Cette pompe solennelle retrace à nos yeux ces jours des fêtes que la religion et la politique avaient consacrés dans la Grèce en l'honneur d'Hercule, ainsi que d'autres héros de l'Antiquité. Et nous pouvons à présent aborder la place d'Hercule dans l'apparat symbolique de Charles de Lorraine, avec quelques exemples très diversifiés que j'ai relevés. Il y en a encore d'autres, mais je ne peux pas tous les retrouver. Mais avant de foncer, je dirais, sur la statue du palais. Je vous ai dit qu'il était collectionneur et collectionneur d'antiques. Parmi ses collections, que voilà un bel autel votif dédié à Hercule Saxanus. Alors, comme me direz-vous, en quoi est-ce vraiment intéressant? Oui, c'est une œuvre dédiée à Hercule, mais c'est ici que mythe, art et politique, ou archéologie et politique se rejoignent. Et je ferai une petite parenthèse qui n'est pas sans intérêt. La Lorraine, comme vous le savez, est un pays de fer, et un pays de pierre aussi, puisque la pierre de Noroy, pierre à calcaire blanche, à grains fins, est extraite depuis l'Antiquité, dans la région donc de Pont-à-Mousson. Ces carrières sont exploitées intensivement par l'État romain, puisque c'est l'armée qui, en temps de paix, pouvait extraire le calcaire. Et à la fin de leur travail d'extraction, les centurions et légionnaires honoraient sur place Hercule, qui depuis l'Antiquité grecque est un dieu de carrière et de pierre. Ça c'est très bien attesté même en Grèce, et c'est pour la raison pour laquelle il est qualifié de Saxanus. Le premier exemple connu de ces autels inscrits avait été trouvé localement en 1721. Très bien, il avait été remis au duc Léopold, père de Charles-Alexandre. Et le duc envoya l'autel à Paris pour enrichir le cabinet du roi. Parce qu'à cette époque, les collections royales étaient momentanément sous l'autorité du régent, Philippe d'Orléans, le propre frère d'Élisabeth Charlotte de Lorraine. Donc tout va bien. Dès 1724, l'autel est publié et commenté par Bernard de Montfaucon dans son fameux supplément au livre de l'Antiquité expliquée, qui mentionne ceci: on déterra en l'an 1721 un autel dont on donne ici le dessin tel que l'a envoyé Madame la Duchesse de Lorraine, donc Élisabeth Charlotte, à Madame sa mère, Madame Palatine, qui eut la bonté de me le communiquer. Parfait. Mais lorsqu'un deuxième autel, celui que je viens de vous montrer,
est mis au jour en 1749. La situation politique européenne a bien changé, puisque, comme vous le savez, le duché de Lorraine a perdu son indépendance. Il est rattaché à la France, dirigé par l'ex-roi de Pologne, Stanislas Leszczynski, le beau-père de Louis XV. Pour les Lorrains, qui ont découvert ce nouvel hôtel d'Hercule, symbole du passé romain de l'ancien duché, c'est bien à leur prince Charles-Alexandre, collectionneur averti, qu'il doit être légitimement remis et au plus vite, même si Charles a quitté depuis longtemps cette terre lorraine bien aimée. Il reste Charles de Lorraine, à travers tout. Et c'est donc de justesse que cet illustre témoin de l'économie antique de la Lorraine parvient à Bruxelles pour appartenir désormais aux collections du gouverneur, et après bien des péripéties, elle est maintenant au musée d'art et d'histoire. Et le comte de Caylus, ce célèbre fondateur de l'antiquomanie et de l'archéologie en France, nous fait part de son dépit de voir ce monument quitter la France. Et il raconte ceci dans son recueil d'antiquités égyptiennes. Un petit événement, arrivé au sujet de cet hôtel, fait trop d'honneur aux monuments antiques pour le passer sous silence. La découverte de cette antiquité fit une sorte de bruit. Le roi de Pologne, Stanislas, ordonna que cet hôtel fût porté à Nancy. Ceux qui vinrent pour exécuter ses ordres ne trouvèrent plus le monument. Il avait été enlevé la nuit précédente par les soins du prince Charles de Lorraine ou par des gens qui voulaient lui faire la cour. Et ce Charles, ce prince, dont le goût pour les objets curieux est prouvé par le beau cabinet qu'il a formé. Et cet hôtel se trouve aujourd'hui à Bruxelles, où j'ai fait vérifier l'inscription avec le dessin. Tant pis pour les collections royales. De ce fait, Hercule Saxanus, intimement lié donc au terroir lorrain et à ses carrières, est donc symboliquement impliqué dans l'histoire politique récente du duché. Et c'est magnifique de voir effectivement que les deux grands érudits français, Bernard de Montfaucon et Caylus, en assurent la notoriété. Outre sa collection, je dois signaler aussi l'intérêt culturel et scientifique et savant de Charles de Lorraine pour la création d'académies d'art notamment, outre en 1772 la création de notre grande académie royale. Charles s'investit beaucoup dans les académies d'art, des beaux-arts, et c'est une tentative, je dirais, enfin une évolution dans la façon de gérer l'art, je dirais, dans nos régions, ces académies, puisqu'il s'agit de concurrencer, le terme est un peu fort, mais il existe quand même, les corporations où se formaient auparavant les artistes, les anciennes corporations. Donc on casse un peu cette formation par profession pour véritablement donner un enseignement moderne, supposait-elle, plus académique précisément, dans des institutions savantes. Il y en a partout dans les Pays-Bas, donc Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Courtrai, Tournai, etc. Je suivrai ici deux exemples. À Anvers, tout d'abord, où André Corneille Lenz crée en 1763 cette belle peinture intitulée Hercule, protégeant la peinture contre l'ignorance et la jalousie. Charles connaissait bien le jeune artiste, vraisemblablement. Il l'a soutenu l'Académie d'Anvers, l'autonomie de l'Académie d'Anvers, et l'année suivante, en 1764, il nomme Lenz comme peintre de cour et subsidie le voyage de l'artiste en Italie, favorisant ainsi l'apprentissage de nouvelles expressions artistiques à ce moment-là, proches de Winkelmann, à la source du néoclassicisme que développe l'artiste de retour à Anvers. Il va écrire d'ailleurs un livre qui fera référence sur le costume dans l'Antiquité et qui est vraiment un monument, je dirais, déjà presque de néoclassicisme. Je reviens à ce tableau. Vous y trouvez en premier plan la peinture, mais à l'arrière-plan, le sujet même du débat, Hercule. Évidemment, il fait un peu trop clair, je suis désolée, le tableau n'est pas très lisible. Vous devez croire qu'ici, qu'il y a une horrible discorde. Pardon, je crois que c'était moi. Oh, non, attendez, là j'ai fait petit souci. Une horrible discorde qui est une femme aux cheveux en serpent, si vous voulez, qui est
l'héritière de l'hydre de Lerne, hein, et qui au cours du temps, cette discorde, c'est aussi bien sûr la haine, la jalousie, mais aussi l'hérésie, hein, et il y a de nombreuses représentations d'Hercule écartant, écrasant cet être hybride et terrifiant, un des plus célèbres étant le tableau de Rubens, le plafond peint de Rubens pour le palais de Whitehall à Londres, par exemple. Hein. Donc c'est un thème qui survit à travers le temps, et notamment à l'âge baroque, et encore ici. Donc voilà un premier tableau avec une entrée en scène d'Hercule. Un deuxième tableau où nous allons retrouver ce thème exactement, c'est pas vraiment un tableau, c'est plutôt une aquarelle en frontispice du livre d'or de l'Académie de Gand, à nouveau soutenu d'une charte royale en 1771 par l'impératrice et visitée par le Charles de Lorraine. Et que fait Peter van Rijsgroot, qui est un bon peintre de grisaille gantois? Il crée cette belle allégorie, je crois qu'elle est vraiment extrêmement intéressante, très complexe à analyser, où Charles apparaît en guerrier, et on retrouve le thème de la statue, au fait, hein, de sa statue commémorative, bien entendu, qui n'est pas encore véritablement inaugurée, mais qui est déjà en recherche. Il est couronné par Minerve, par la sagesse, hein, bien sûr, bon, voilà, et par la vérité, et il écrase, non, désolé, ça va pas. Il écrase le Rhin. Donc le fleuve, c'est une de ses rares victoires, puisqu'il est Reni Domitori. Bon. Dans le registre inférieur, nous trouvons... Dans le registre inférieur, nous trouvons sur votre droite les sciences naturelles, qui sont éclairées par un miroir, si vous voulez, dont le soleil, qui est la représentation aussi du pouvoir, peut-être même du pouvoir viennois, dont le soleil éclaire un flambeau, allume un flambeau de l'allégorie de la nature. À droite, nous avons l'allégorie de la chimie, puisque les symboles qui la couronnent sont ceux de l'étain et du plomb. Donc, on retrouve ce goût aussi vraiment pour les sciences naturelles entre alchimie et chimie. Et bien sûr, à droite, à notre gauche plutôt, ce détail d'Hercule terrassant l'envie, cette femme donc aux cheveux de serpent, je crois que vous voyez mieux ici, et l'ignorance, ce personnage aux yeux bandés et aux oreilles d'âne. Donc voilà toujours ce thème d'Hercule qui soutient, non seulement il soutient, mais ici il prolonge véritablement le geste de Charles de Lorraine. Ce thème toujours de l'envie terrassée, hein, on voit la femme aux cheveux de serpent terrassée ici non plus par Héraclès, mais par le lion belgique autour du médaillon de Charles de Lorraine, se retrouve dans un livre que m'a très aimablement donc renseigné Michel Galland, à savoir une collection de dessins de statues de neige réalisées justement en 1772, on est toujours dans cette même décennie extrêmement riche, et ces statues de neige, au fait, il faut croire qu'il faisait froid à Anvers en 1772, parce qu'elles ont duré, hein. Et il y en a une bonne vingtaine, faites par tous les sculpteurs, justement, de cette académie anversoise, et qui faisaient l'admiration dans les rues d'Anvers. Et sur la vingtaine de décors, il y en a au moins 3 qui sont consacrés à Hercule, dont 2 statues d'Hercule, et celle de droite était la plus célèbre. Elle a, dit le livre, elle a été refaite plusieurs fois par les artistes. Dès que ça refondait, on refaisait un petit Hercule. Donc c'est vous dire là aussi que en se promenant dans Anvers, le thème herculéen devait être effectivement en apogée, en valeur. Donc, tant dans les fêtes bruxelloises, anversoises, que dans ses collections ou dans la peinture académique, on devine progressivement, je pense, la prédilection de Charles de Lorraine pour la figure d'Hercule à laquelle il apprécie d'être associé. Il ne se vient pas représenté en Hercule, comme le feront parfois certains dirigeants, mais il accentue la proximité visuelle et symbolique avec le héros. Héros dont nous parlerons ici très très peu, parce que sinon là j'en ai pour 30 heures au moins, et ça je vais vous épargner. Hercule, bien sûr, une longue histoire qui remonte à l'Antiquité grecque, si pas au-delà,
Et les représentations tant en Grèce que dans le monde hellénistique, ici avec un Alexandre coiffé de la Léontée, de la peau de lion, ou dans le monde romain avec cette célèbre représentation de l'empereur Hercule, de l'empereur Commode en Hercule, les représentations sont innombrables, non seulement dans l'Antiquité, mais dans les siècles suivants. Alors c'est pas par milliers qu'elles se comptent, c'est par dizaines de milliers, véritablement, réparties non seulement partout en Europe, mais aussi dans le monde, jusqu'à les studios Disney aux USA, et même, je l'ai retrouvé en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris. Voilà, donc je n'ai gardé ici que quelques petits jalons, ceux qui seront importants pour notre propos, et ces jalons nous font remonter à Rome, à nouveau, Rome toujours, nous voilà dans les termes de Caracalla. Alors Caracalla prévoit des termes absolument grandioses, d'un luxe inouï, mosaïque, statues, marbre coloré, et dans un des halls menant au Frigidarium, de belles statues représentant Hercule, qui est aussi un des favoris de l'empereur. Vous devinez à droite celui que tout le monde connaît sous le nom d'Héraclès, d'Hercule Farnèse, une statue d'Héraclès au repos, copie d'époque romaine d'un original de Lysippe. Bien sûr, le pape Paul III, qui est un Farnèse, lorsque la statue est redécouverte lors de fouilles dans les régions le secteur de terre de Caracalla, à la Renaissance en 1546, donc la statue est redécouverte, ça fait grand bruit, et le pape Farnèse se l'approprie, bien sûr. Elle fait son entrée dans la collection de la famille Farnèse, et notamment dans le fameux palais Farnèse, là, au centre de Rome, et récemment, à Rome, j'ai pu constater que lors des travaux de réfection de la façade du palais Farnèse, ils ont mandaté un artiste français, Gier, d'un énorme trompe-l'œil en photographie. Hein, c'est colossal, c'est extraordinaire quand on débouche comme ça de la rue perpendiculaire, qu'on arrive sur ça fait un effet que même la Diane ne peut pas vous rendre. C'est très très surprenant, très réussi je trouve. Et il n'a pas oublié évidemment la présence de l'Hercule Farnèse qui occupait le cortile. Bien entendu. Donc, c'est une œuvre fondamentale hein, qui fera courir tout Rome, qui sera beaucoup copiée, je vais y revenir. Restons encore un tout petit peu, si vous le voulez bien, dans le palais Farnèse, puisque un deuxième thème sur lequel je voulais attirer votre attention est celui du choix d'Hercule. C'est pas pour rien que je vous avais mis la musique de Handel. En effet, fin du XVIe, le cardinal Édouard Farnèse invite les frères Carrache, les initiateurs du baroque à ce moment-là, à réaliser un salon d'Hercule, hein, et avec comme thème principal ce fameux choix du héros, le choix bien sûr entre, je vais vous le donner en mille, le vice et la vertu. C'est un thème qui remonte à l'Antiquité, hein, c'est Prodicos, hein, le sophiste Prodicos qui avait mis ça en musique, je dirais, en mots, et même si dans l'Antiquité, c'est plutôt le choix entre les plaisirs et une certaine forme d'ascétisme, ou une certaine forme de courage. Quoi qu'il en soit, ce qu'on veut dire par là, c'est que Hercule est un héros moral avant toute chose. C'est un héros qui vous montre le chemin du bien et de la vertu. Donc une composition très forte, novatrice, qui sera abondamment copiée, et qui nous montre aussi dans certains cas la christianisation d'Hercule, qui devient le héros presque rédempteur, le héros choisissant la vie dure, difficile, de sacrifice pour arriver à faire triompher le bien. Un autre thème, je fais un petit bond dans le temps, mais pas tellement dans l'espace, hein, avant de revenir au Farnèse. Un autre thème important, donc il y a le choix d'Hercule, mais aussi surtout la fin de sa vie, c'est-à-dire cette apothéose. Hein, c'est le seul héros qui parvient à l'Olympe et qui partage le bonheur des dieux. Et donc, dans cette apothéose, hein, j'ai choisi ici, bien sûr, le salon d'Hercule de Versailles, hein, inauguré en 1736 de Lemoine, où là, effectivement, aussi, au service du roi de France, nous retrouvons l'apothéose. Je ferme cette parenthèse, je reviens à mon Farnèse. Très souvent copié,
La reproduction la plus connue est souvent cette gravure de Goltzius, où on le voit de dos et on mesure l'énormité, le poids terrible de ces statues grâce aux deux personnages qui l'observent. Un des autres copieur, je dirais, de la statue Farnèse, et nous y revenons, c'est bien sûr Laurent Delvaux quand il était à Rome. Et il a choisi de la copier très fidèlement, il en fera d'ailleurs plusieurs copies, dont une qu'il gardera jusqu'à sa mort dans son propre atelier. C'est vous dire comme quoi c'est un point de référence dans sa formation et dans son inspiration. Donc les influences seront importantes dans l'œuvre de Delvaux. On a ici une autre œuvre où on retrouve, le héros est assis, mais on retrouve le même mouvement d'appui sur la massue. On voit cette inspiration qui traverse un peu l'œuvre de Delvaux. Et c'est comme ça comme ceci que nous arrivons progressivement à redécouvrir notre statue d'Hercule du palais de Charles de Lorraine. On comprend mieux, je pense, toutes les influences qui ont présidé à la commande de ces statues pour Delvaux, par Charles de Lorraine. C'est un véritable manifeste du sculpteur, ça c'est vrai, nous y reviendrons. Mais ce qui est important ici, c'est de voir aussi la localisation, l'emplacement de ces statues au cœur du palais. Elle est située dans le hall d'accès, au pied d'un escalier à gravir, comme si il allait monter vers l'Olympe. Et en haut, ce sont les appartements de Charles de Lorraine, bien sûr, une sorte d'Olympe en soi, en quelque sorte. Il est le pivot, véritablement, de l'entrée. Il est en position accueillante. Il permet d'insister sur le caractère public et puis politique, nous le verrons, d'une œuvre très majestueuse. Enfin, il fait près de 3 mètres, donc il occupe véritablement l'espace. Il se met en présence pour tous les visiteurs, conseillers, ministres, hôtes de marque, belges ou autrichiens, étrangers, nobles et ecclésiastiques, militaires, artistes, tous ceux qui demandent audience passent devant cette statue sous un plafond peint avec les signes du zodiaque, plafond qui a été détruit depuis, de même que les 12 travaux d'Héraclès représentés sur la rampe ne sont plus les exploits d'origine qui existaient, bien sûr, mais ils ont été enlevés à la Révolution française et donc ils ont été remplacés depuis. Donc ils ne sont pas originaux. Enfin, ils ne sont pas d'époque Charles de Lorraine. Dès le départ, donc, il s'agit de valoriser le bon goût de Charles de Lorraine, son anticomanie de bonne aloi, son mécénat généreux envers les artistes locaux, envers les sculpteurs, etc. Il est vrai que Delvaux a là proposé une œuvre qui va répondre aux attentes de Charles de Lorraine. Nous allons l'examiner d'un petit peu plus près maintenant et essayer d'en comprendre, je dirais, la superposition des significations, parce qu'il y en a beaucoup à deviner autour de cette statue. Sa valeur artistique, tout d'abord, est assez évidente. On avait vu qu'une série de représentations d'Hercule jalonnait la carrière de Delvaux et que ce répertoire s'imposait. Alors, est-ce Delvaux qui l'impose à Charles, enfin, qui suggère à Charles, est-ce Charles qui les deux sont possibles, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, la signature de Delvaux apparaît à 2 reprises sur l'œuvre, ainsi que la date 1770. Elle est commandée un petit peu plus tôt, en 1768, et c'est l'époque de la statue. Est-ce parce qu'il préférait travailler sur celle-ci qu'il a peut-être abandonné le projet, ça je m'interroge encore, le projet de la statue de la place, de la statue de Charles de Lorraine. Quoi qu'il en soit, c'est bien celle-ci qui, pour lui, est fondamentale et importante. Elle est proche du Farnèse, mais en diffère quand même très fort. Nous avons ici un Hercule, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vigoureux, qui se tient beaucoup plus droit, qui semble accueillir sans défi, mais accueillir avec beaucoup de fermeté ce qui se présente au palais. Tout l'axe de la statue, du regard, etc., est dirigé véritablement de façon très habile, je dirais, vers l'entrée d'une part et vers ceux qui vont monter l'escalier d'autre part. Donc la scénographie est extrêmement bien étudiée. Il avait évidemment fallu
plusieurs recherches, plusieurs modèles pour arriver à ce résultat. Donc il y a eu des tâtonnements, c'est vous dire qu'il y a eu réflexion, échange sans doute avec Charles de Lorraine pour arriver à ce résultat final. Tournons un peu maintenant autour de la statue pour que vous puissiez voir plus près, ça serait mieux si on était devant, mais enfin soit, les différentes composantes. Tout d'abord la corne d'abondance, qui est un symbole herculéen certes, mais qui dit assez la prospérité de la... essayez de ne pas faire tout avancer, qui dit assez avec tous ces fruits qui débordent, la prospérité de... la prospérité du gouvernorat de Charles de Lorraine. Une salamandre aussi, nous y reviendrons sans doute, qui n'appartient pas au symbolisme herculéen, mais bien nous sommes ici dans un décor tout à fait naturaliste, vous voyez ces fleurs, ces feuilles de chêne de la région, etc. Et surtout, qui on retrouve là, alors là, qui pointe le bout de son nez, là, c'est évidemment notre Porcellino en chair et en os, si je puis dire, le sanglier qui pourrait évoquer les chasses qu'adorait Charles de Lorraine, mais qui ici est un sanglier enchaîné. Est-ce pour dire qu'il est un des symboles de la terre, cette terre, source et force de la nature, dont on a parlé pour le cabinet de curiosité, le cabinet d'histoire naturelle de Charles de Lorraine. C'est possible. À l'arrière, on retrouve le serpent, un serpent à double tête, qu'il vient d'exterminer, ou du moins en passe de l'être. C'est peut-être l'Adon, le serpent des Hespérides, ou un autre souvenir de l'hydre, ou encore un rappel iconographique de cette hérésie, de cette discorde que Hercule parvenait à vaincre. Donc, quoi qu'il en soit, la richesse de l'apparat naturaliste est assez importante et développe différentes sous-thématiques que nous pouvons prendre en compte. Globalement, quelles sont les significations que l'on pourrait tirer avec tout ce que nous avons parcouru ensemble jusqu'à présent? Quelles sont les significations que l'on pourrait attribuer à cette statue, outre sa présence scénographique d'accueil et de force, je dirais justement? Le rappel mythologique évident de ce héros de la victoire, de ce héros vainqueur du chaos et du danger, de ce héros qui contribue à rétablir l'ordre, rétablir la civilisation, notamment après des conflits. C'est bien dans ce schéma-là que nous sommes. De ce héros qui a accès à l'immortalité aussi. Interprétation philosophique. Je vous l'ai dit, derrière Héraclès, le thème de la vertu du bon dirigeant est omniprésente. C'est lui qui a le courage moral, et depuis Ripa, dans le livre des emblèmes de Ripa, il est le symbole de la vertu héroïque. Il est un modèle de courage moral, de choix, de rectitude, si vous voulez. D'autre part, certains ont voulu interpréter aussi de façon ésotérique la statue. J'avais lu avec attention l'article de Van Lennep dans le fameux catalogue de l'exposition de 1987 sur Charles de Lorraine, qui proposait une lecture initiatique et secrète de cette statue, puisqu'on trouve dans les écrits alchimiques qu'Hercule, par ses travaux, symbolisait la quête de l'adepte, le travail sur la matière pour obtenir la pierre philosophale. Il montrait la voie du perfectionnement, le chemin vers la vérité supérieure. C'est vrai que Charles de Lorraine lui-même s'essayait à diverses expériences dans ses laboratoires, toujours à la limite entre amateurisme et voie vers la science qui va naître, qui peut-être être retenue, mais elle va trop loin à certains égards dans l'analyse de Van Lennep. Donc, il n'est pas impossible que les initiés puissent y retrouver, notamment dans le sanglier enchaîné, des allusions. Quant à la salamandre, qui sert aussi de point fort de cette interprétation ésotérique, je crois qu'elle est là pour symboliser ce qu'elle a toujours symbolisé depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire, et même depuis l'Antiquité, depuis Pline d'ailleurs, c'est-à-dire la résistance au feu, puisqu'on croit toujours que la salamandre résiste au feu, au fait. Et elle est donc dans les 4 éléments, toujours associée à la présence du feu
et à cette résistance. Et non seulement au feu en général, mais aussi au feu des bûchers des chrétiens. Et donc, elle est symbole de la foi chrétienne, puisqu'elle symbolise ces chrétiens qui ont survécu en montant au ciel, qui ont survécu au bûcher du martyr. Donc, ça peut être aussi tout simplement une allusion à la foi chrétienne, dans certains cas. Mais est-elle ésotérique ici et limitée à ces statues comme signe particulier d'alchimie ou autre? Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce qu'on la retrouve ailleurs. On la retrouve souvent d'ailleurs dans les œuvres non seulement de Delvaux, et là dans la lutte entre le printemps et l'hiver, et nous y sommes, la salamandre est au pied de l'hiver puisqu'elle symbolise le foyer de l'hiver, mais aussi dans l'œuvre de Plumier que nous avons vu tout à l'heure, Élie dans le désert. Il faudrait fermer sur mon écran, on la voit très bien là, je ne sais pas si on la voit par ailleurs, vous la voyez à droite là, elle est aussi au pied dans la chaire de vérité de Jésus et la Samaritaine. On la trouve, comment dire, une réminiscence d'atelier, en quelque sorte, comme c'est un petit clin d'œil d'atelier de ces sculpteurs qui vont vers la voie naturaliste. Donc, elle est importante, elle veut dire le feu qui brûlera Héraclès lui-même, ne l'oublions pas. Elle peut être la foi, elle peut être aussi l'évocation de cette salamandre qui court dans toutes les chairs de Plumier et de Delvaux. Donc, elle est importante, mais je n'irai pas jusqu'à fixer absolument la conception ésotérique. Les 4 éléments, cela dit, je viens de vous parler du feu, mais les 4 éléments réapparaissent dans le décor mural de l'escalier. J'y passerai très rapidement. Et on retrouve évidemment là aussi les divinités antiques qui, chacune, correspondent à un des éléments qui était la base des sciences naturelles à l'époque, et surmontées par l'énigme, justement, ce sphinx qui les couronne. La dernière signification sur laquelle j'insisterai, et je terminerai par là, c'est que selon les analyses que j'ai présentées, toutes les significations que je viens de proposer s'appliquent à la statue. Mais je pense que la signification politique est certainement dominante. Hercule a toujours protégé depuis l'Antiquité, vous avez vu Alexandre le Grand, vous avez vu Caracalla, vous avez vu Commode, a toujours protégé le pouvoir. Il protège également Charles Quint, par exemple. Il protège les rois de France, il protège la ville de Cassel, enfin il est partout. Mais ici, il est divinité tutélaire de la Lorraine, nous l'avons vu, et surtout des Habsbourg, puisque la Vienne des Habsbourg est pleine d'Hercule, pardon. Vous ne savez pas faire 2 pas sans tomber sur une statue d'Hercule, et notamment celle de Machiavelli, les exploits d'Héraclès, de part et d'autre, de la chancellerie impériale. Et quand vous allez aussi dans cette magnifique bibliothèque de Vienne, la Prunksaal, au milieu, domine la statue de Charles VI en Hercules Musarum. Donc c'est le cousin du père de Charles de Lorraine, donc il reprend très certainement cette tradition, et également le décor du plafond est aussi une apothéose d'Héraclès. Donc là on est vraiment dans ce Hercule habsbourgeois qui est transmis évidemment par l'éducation, par la formation, par la prédilection de Charles de Lorraine. Donc je pense que pour Charles de Lorraine, chaque attribut, chaque détail de l'imposante statue peut faire sens. Ces représentations d'Hercule ne sont pas de simples et vagues allusions à l'antique, pour faire antitomanie, comme tout le monde à l'époque, bien non. Ce sont des composantes majeures de l'iconographie de son gouvernorat. De plus, elles reflètent sa vision personnelle du monde et ses valeurs, que ce soit les valeurs morales ou des valeurs dynastiques ou encore philosophiques. En tout cas, cette œuvre montre bien combien la mythologie herculéenne fait partie de la culture occidentale et combien, réappropriée par la modernité, elle garde sa pertinence pour héroïser une figure de pouvoir temporel qui est prête à partager avec vous les pommes d'immortalité. Voilà. Merci.